All rise, we will away. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Court Panel International at 08. Please be seated. Voyez-vous asseoir. Yes, good morning to... La juge présidente, bonjour à tous. Monsieur le greffier, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il s'agit de la situation au Darfour, Soudan, en l'affaire le procureur contre Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Référence à l'affaire ICC 0205 01 20. Au fin du compte-rendu, je précise que nous sommes en audience publique. La juge présidente, oui, merci beaucoup. Je demande aux équipes de bien vouloir se présenter en commençant par l'accusation. Monsieur Khan. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges, Karim Khan. Représentant l'accusation, Julian Nichols, Edward Jeremy, Alison Whitford, Diana Saba, Laura Morris, Rachel Mazzarella, Claire Sabatini et Dairou Santana. La Présidente, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Khan. La défense, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames les juges. Aux côtés de Monsieur Ali Mohamed Ali Abdelrahman ce matin dans la salle, nos stagiaires, Mesdames Claire Chauffard et Pénélope Fouès, les assistants juridiques Eva Kalb, Nina Guillou, Ahmad Issa, Anine Khali et Marcella Velarde, la conseillère juridique de la défense, Madame Audrey Matteo, mon confrère Ian Edwards du barreau d'Angleterre et du Pays de Galles, et moi-même, Cyril Lauchi du barreau de Marseille. Also a pleasure to see. La juge présidente, c'est un plaisir de vous voir aussi. Après des mois, c'est un plaisir. Vous ainsi que Maître Edwards. Bien. Les représentants légaux des victimes, Maître von Wistinghausen. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues, bonjour à tous dans la salle d'audience et autour de la salle d'audience. Les victimes participantes sont aujourd'hui représentées par mon conseiller associé Anan Shah à ma droite, Saif Kassis, notre case manager, et moi-même, Nathalie von Wistinghausen. Merci, la juge présidente. Je répète ce que j'ai dit aux autres, c'est un plaisir de vous revoir, Maître. Bien. Est-ce qu'il y a des questions qui doivent être réglées, des interventions, des demandes de parole avant que l'on ne commence le réquisitoire et les plaidoiries? Non, très bien. Et dans ce cas-là, je donne la parole à l'accusation. Monsieur Khan, Madame la Présidente, Mesdames les juges, cette journée est à l'évidence une journée importante pour la justice, pour le bureau de la Cour, du procureur et pour les victimes. Pas uniquement les victimes, mais la société civile dans son ensemble. Ces représentants de la société civile qui sont dans la galerie publique et ceux qui attendent que justice soit rendue. Une justice à laquelle ils aspirent depuis plus de 20 ans. Madame la Présidente, au cours de ce procès, vous avez entendu de nombreux témoins. Vous avez eu la possibilité d'entendre des témoins, d'apprécier leur comportement et d'entendre leur récit. Et ces témoins ont dit de façon claire et éloquente leur désir profond de voir la justice rendue. Ils veulent la paix. Ils veulent pouvoir retourner chez eux. Des foyers qu'ils ont dû abandonner et qu'ils... Il est évident que votre chambre ainsi que le statut de Rome Merci, merci Madame la juge présidente. Donc, nous ne pouvons pas changer
le cours de l'histoire. Nous ne pouvons pas tout simplement souhaiter que la tragédie et la perte subie par de nombreux soient oubliées, soient changées. Et il n'y a pas d'outils, il n'existe pas d'instruments, ni de textes statutaires, ni de valeurs normatives qui puissent effacer des traumatismes générationnels répétés qui ont été infligés à des femmes et des enfants et des hommes innocents. Et évidemment, ce procès ni la justice ne pourront mettre fin à ce conflit qui se poursuit depuis une vingtaine d'années. En revanche, ce que cette procédure judiciaire peut faire, ce qu'elle accomplit, et nous espérons sincèrement que ça sera une réalité, c'est la présentation de preuves concrètes que l'état de droit signifie quelque chose et que cela se manifeste par un procès équitable dans le respect des règles du procès équitable et par une justice impartiale. Et ce désir, cette soif de justice ne peut être sous-estimée. Il est important de souligner, Madame la Présidente, Mesdames les juges, ce que vous avez vu, c'est que tous les participants à cette procédure ont pu constater. Lorsqu'on pense à l'hémorragie, à la souffrance, aux conséquences des événements survenus en 2003 et 2004, donc l'objet de ce procès, donc lorsqu'on pense à tout ce qu'on a infligé au peuple du Darfour, force est de se rappeler qu'il faut que ce soit présent dans nos esprits, parce qu'il ne s'agit pas d'un match où des spectateurs attendent qu'il y ait justice. Ils revendiquent cette justice et ils ont été des participants actifs dans les enquêtes, dans la procédure judiciaire, et ils attendent impatiemment votre jugement à la fin du procès. Nous arrivons donc à ce stade très important, la fin de ce premier procès découlant du premier renvoi du Conseil de sécurité des Nations Unies par voie de résolution, la résolution 1593, qui a été adoptée il y a une vingtaine d'années, et plus précisément le 31 mars 2005. Vous vous rappelez, Madame la Présidente, Mesdames les juges, que lorsque j'ai présenté ma déclaration liminaire, notre équipe a présenté une vidéo vous donnant un avant-goût des crimes qui avaient été commis au Darfour à l'époque où le Conseil de sécurité a décidé de renvoyer l'affaire devant, la situation plutôt, devant cette cour. Ce qui a peut-être pu retenir votre attention, ce sont les témoignages, les récits que vous avez entendus, contestés par la défense, des récits et des témoignages qui brossent un tableau pénible et douloureux de la détermination criminelle de ceux qui ont commis des crimes et de ceux qui ont eu le courage de venir témoigner devant vous. Et nous disons de façon on ne peut plus claire que les preuves qui ont été présentées lors du procès démontrent bel et bien que le comportement allégué par l'accusation a bel et bien été commis. Nous l'avons prouvé au-delà de tout doute raisonnable, s'agissant de toutes les charges confirmées par le comportement de l'accusé, en l'espèce, M. Abdelrahman, également connu sous le nom d'Ali Kouchaïb. Et à notre sens, Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous avons non seulement établi les charges et l'élément de criminalité, mais nous avons pu également démontrer que pendant la période visée par les charges, l'accusé était un membre qui occupait un rang très élevé au sein des Janjaweed et qu'il était même un chef et qu'il a participé à la commission des crimes. Et que s'il est vrai que le gouvernement du Soudan et d'autres ont pu armer les Janjaweed pour mater une rébellion, il n'empêche que la réalité est que les cibles, dans ce cas-là, n'étaient pas des rebelles,
mais plutôt des civils. Ce sont les civils qui ont été pris pour cible et ce sont eux qui ont souffert, qui ont perdu leur vie et qui portent encore des cicatrices physiques et psychologiques de moult façons. 81 témoins de l'accusation ont été présentés, ont comparu devant vous, ont été appelés à la barre par l'accusation. Ils vous ont parlé de torture, d'actes de meurtre, de masse, de viol, du fait que les civils ont été pris pour cible, des villages ont été incendiés et pillés, et des millions de membres de la communauté Four, civils, ont été déplacés et n'ont toujours pas pu retourner dans leurs terres où des générations de Four ont pu vivre par le passé. Ce sont là quelques exemples des conséquences de toute cette expérience, et de nombreux enfants et d'autres ont dû voir le jour, ils sont nés dans des camps pour personnes déplacées. Nous avons vu des enfants déplacés récemment à Adré, le long de la frontière entre le Darfour et le Tchad. Vous avez entendu des témoignages également, des centaines d'hommes Four, des chefs de communauté, des pères, des fils, des frères qui ont été exécutés à Moukjar, à Delej. Et c'est l'accusé qui en est responsable. Leurs vies ont été volées de façon sommaire, sans répit, sans respect, ni remords. Et cela a laissé et continue de laisser des traces, des séquelles qui affectent les communautés de façon très profonde. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous avez également entendu des témoins vous dire que les viols étaient perpétrés par les Janjaweed et les milices. D'ailleurs, nous avons présenté des éléments de preuve démontrant qu'il s'agissait là d'une politique des Janjaweed et du gouvernement du Soudan. Cela faisait partie d'une stratégie pour lutter contre la population Four. Nous avons entendu de nombreux récits, des éléments de preuve très nombreux. Je ne vais pas vous donner toutes les références à ce stade, parce que cela est contenu dans notre mémoire en clôture. Et il y a eu donc des viols qui ont été perpétrés devant les membres de la famille, de la victime. Je pense notamment au récit du témoin P1073 commis contre des enfants. Vous vous rappelez également du témoignage des témoins P11 et P1073 qui était un enfant lorsqu'elle a été violée par les Janjaweed. Vous avez entendu les témoignages de P1073, du témoin P1074 qui ont subi des préjudices physiques et des blessures et qui portent encore des séquelles psychologiques. Les conséquences sont encore plus profondes du fait de la réalité culturelle de ces victimes. Le témoignage du P11 mérite qu'on s'y attarde. Et permettez-moi de citer ce qu'a dit le P11. Les femmes qui ont été violées vivent dans une situation difficile. Certaines se sont suicidées, certaines ont perdu la tête du fait de ce viol. Elles vivent isolées de la société, elles sont ostracisées par la société. Je vous renvoie à la transcription T91. Le témoin P11 a également parlé de sa propre expérience. Elle a dit, et je cite, « Je n'ai pas pu poursuivre mes études parce que j'ai été violée, parce que j'ai été stigmatisée, je ne pouvais pas donc aller à l'école avec mes autres camarades parce que j'ai été violée. » Et témoin après témoin nous vous ont expliqué que les survivants des viols n'avaient généralement pas accès à des soins médicaux. Je pense au témoin P921, du fait de la stigmatisation, du fait des normes culturelles. Elles ne pouvaient même pas compter sur le soutien de leur famille. Je pense notamment au témoin P1073. Et ces réalités, ces conditions qui se chevauchent, ces réalités avec lesquelles devaient composer les victimes, ont aggravé la souffrance
pour laquelle l'accusé a engagé sa responsabilité pénale individuelle. Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous n'oublierons pas les récits des enfants nés à la suite de viols, des témoignages qui ont été présentés devant votre cour. Le témoin P11 a dit à la cour, et je cite à nouveau, « Lorsque les gens passaient par la route, ils pointaient du doigt un enfant qui était le fruit d'un viol et le considéraient comme l'enfant d'un homme arabe. Et ils disaient, c'est le fils d'un arabe, et les femmes se sentaient déçues parce qu'elles devaient élever l'enfant d'un ennemi, un enfant qui est issu d'un viol. La société regarde avec mépris de tels enfants. Et donc, dans la rue, on pointe du doigt cet enfant en disant que c'est un enfant issu du viol. Je fais référence à la transcription T91, page 63, et le témoin P11 raconte un récit similaire et présente des éléments similaires à ceux d'autres témoins. Le monde a pu entendre l'impact de différents protagonistes qui se sont pris à la communauté, des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles. Tous se sont ressentis des crimes perpétrés par l'accusé en l'espèce et ont tous vécu de telles expériences. Mais lorsqu'on pense aux enfants, notamment dans cette situation particulière, la réalité triste est que les enfants sont souvent les victimes de la guerre. Et malheureusement, on semble passer sous silence la souffrance de ces enfants lorsqu'on parle de la population civile en général. Mais vous avez au dossier de nombreux éléments qui démontrent le préjudice subi par la population. Le témoin P15 en a parlé. Et avec votre permission, j'aimerais rappeler ce qu'a dit le témoin P15. Tout le monde vivait en paix et en sécurité. Nous n'avions pas de problème. Pas du tout. Les enfants se sentaient en sécurité. Ils n'avaient peur de rien. Ils allaient à l'école, ils jouaient, ils jouissaient de la vie. Il n'y avait pas de problème. Et en 2003, lorsque la guerre a commencé, les enfants ont été gravement affectés par la guerre. Ils n'avaient jamais vécu quoi que ce soit de similaire. Je fais référence à la transcription T93, page 13. Et c'est la réalité de la souffrance avant la guerre et après la guerre. Des vies ont été déchirées, non pas par accident, pas par suite d'un tsunami ou d'une catastrophe naturelle, mais c'est du fait de décisions délibérées de faire fi de l'humanité de ces communautés. Ces décisions conscientes et délibérées, notamment celles de l'accusé en l'espèce, démontrent à notre sens tous les éléments figurant dans les charges et engagent la responsabilité pénale qui a été démontrée à notre sens devant vous. Il est clair que les enfants n'ont pas été des dommages collatéraux de la guerre, ils étaient bien des cibles. Le témoin P15 nous a expliqué comment les enfants et les personnes âgées étaient vulnérables. Les enfants de Mouktar, par exemple, rappelez-vous le témoignage du P129, des enfants qui ont été détenus et tués à Delège, le témoignage de P905 également, le rappel, 907 plutôt. Et au cours de la commission de ces crimes, combien d'enfants ont perdu la vie? Le P15 nous a parlé d'enfants qui sont morts sur la route de Mouktar et c'est précisé dans la transcription T93, page 14. Les enfants qui ont survécu, qui ne sont pas morts de famine, vivaient dans des conditions pitoyables, inimaginables. Le témoin P1042 dans la transcription T28 rappelle le témoignage du P916 qui a parlé d'une situation catastrophique. Il a dit, et je cite, « Lorsque les gens sont arrivés à Mouktar, lorsqu'ils sont venus, ils vivaient dans des conditions très très difficiles. Et les enfants qui avaient moins de 5 ans, eh bien, nombre d'entre eux sont morts. Je peux vous dire que 2 enfants sur 3 sont morts tous les jours. » Transcription 75, page 16. Et ceux qui ont réussi à survivre
n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le témoin P955, transcription 63, a dit que nombre d'entre eux sont devenus des orphelins. Et Madame la Présidente, Mesdames les juges, lorsque mon équipe et moi-même avons eu la possibilité d'aller au Darfour, et récemment nous nous sommes rendus au Tchad, nous avons vu les conséquences des événements qui ont été décrits tout au long de ce procès. Des victimes ont tout perdu. Elles continuent de souffrir aujourd'hui. Et cela rappelle tout ce qui a été présenté devant vous tout au long du procès. Madame la Présidente, Mesdames les juges, les victimes ont l'impression qu'on les a abandonnés. À maintes reprises, on les a laissés pour compte. Or, ce procès, c'est aussi une lueur d'espoir. Le monde n'est pas trop distrait ni trop occupé pour s'occuper aussi des souffrances d'autres victimes et d'autres crimes. La Cour se penche sur des faits, des éléments de preuve. C'est un procès remarquable à bien des égards. Et j'espère parler au nom de toutes les parties, la défense, les représentants légaux des victimes ainsi que l'accusation lorsque je dis que grâce à l'excellente gestion de ce procès a été diligenté de façon rapide dans des circonstances difficiles pendant que se déroule un deuxième conflit. Et tout au long de ce procès, vous avez entendu une centaine de témoins, 1800 éléments de preuve ont été présentés au dossier, 20 témoins de la défense, 17 de vive voix. L'accusation a présenté 81 témoins, 56 ont témoigné de vive voix, 25 ont vu leur déclaration versée au dossier. Il y a eu une excellente coopération avec la défense. Par exemple, il y a eu un accord sur 134 faits. Et je suis très fier de mon équipe, de l'équipe de l'accusation et de notre bureau qui a apporté son assistance à la défense pour lui permettre de prendre contact, localiser des témoins de la défense et dans leurs efforts pour obtenir des documents auprès du gouvernement du Soudan. Ce procès est également une première, en ceci que c'est le premier témoin où les charges de persécution sur la base du genre pour des motifs ethniques et politiques qui reflètent la réalité et la nature de la discrimination, notamment le traitement réservé aux détenus hommes à Moktar et à Delej. Et comme je l'ai dit, c'est le premier procès du genre qui arrive à sa fin. Il s'agit de la première saisine de la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et même si on entend trop souvent des critiques s'agissant du dysfonctionnement du Conseil de sécurité aujourd'hui, il n'empêche qu'à l'époque, lorsque le Conseil a pris ces décisions très importantes, à savoir la saisine de la Cour s'agissant de la situation au Darfour, cela démontrait que la reddition de comptes et le respect des droits individuels étaient nécessaires pour contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde. Cette décision a été prise à une époque où les droits n'étaient pas, où les pouvoirs n'empiétaient pas sur les droits individuels. Il n'y avait pas nécessairement de rivalité. Et je dois également remercier les membres du Conseil qui continuent à soutenir la Cour dans sa quête de la justice. Madame la Présidente, Mesdames les juges, lorsque je suis devenu procureur, j'ai déclaré que je voulais faire des renvois du Conseil de sécurité une priorité. Cette équipe qui a été dirigée par M. Julian Nichols et par d'autres aussi, avec le soutien des autres équipes au sein de la Cour, montre que le travail de cette institution, un procès comme celui-ci, démontre aussi que le droit de la population du Darfour sera respecté. Et lorsque j'ai présenté mon premier rapport au Conseil de sécurité sur le Soudan, j'ai dit que
les renvois ne devraient pas être comment dire, une saisine permanente. Nous nous approchons du jugement final en l'espèce. Et ce qui ressort clairement de mon intervention et en réponse aux questions que vous nous avez posées, questions auxquelles vont répondre les membres de mon équipe. D'abord, M. Nichols va, avec votre permission, vous parler de l'équité du procès. Il va parler des affirmations faites par la défense dans la présentation de ses moyens. Il répondra également aux prétentions de la défense, à savoir que l'accusé, M. Abdelrahman, n'a jamais répondu au pseudonyme Ali Kouchaib, et M. Jeremy également mettra l'accent sur différents arguments se rapportant aux milices Janjaweed et au rôle de premier plan de M. Abdelrahman dans la contre-insurrection à Wadi Saleh, à Moukjar et dans d'autres localités. Il répondra également aux arguments de la défense concernant la compétence et les arguments de la défense concernant Kodoum et Bindizi. Ensuite, Mme Maurice parlera des arguments de la défense en ce qui concerne Delege et répondra à quelques-unes des prétentions de la défense. Enfin, Mme Whitford parlera de questions se rapportant à Delege, de la portée des charges ainsi que de certains aspects des éléments relatifs à Facebook qui figurent au dossier de l'affaire. Et enfin, M. Nichols terminera donc le réquisitoire au nom de l'accusation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, en ce moment crucial, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de concernant l'utilité de la justice internationale dans un environnement difficile. J'espère sincèrement que ce procès constituera un pas en avant dans la quête de la justice et le début de la démonstration, en dépit de toutes les difficultés éprouvées par toutes les parties prenantes, que la justice peut aller de l'avant de façon significative pour le bien de la communauté internationale, pour le bien du peuple soudanais et le peuple du Darfour qui a souffert terriblement des crimes qui ont été prouvés par l'accusation en l'espèce. Avec votre permission, Madame la Présidente, Madame le juge, je passe la parole à M. Nichols. La juge présidente, merci M. Khan. M. Nichols, avant que vous ne preniez la parole, M. Nichols, si vous avez l'intention de répondre aux questions que nous vous avons posées, comme vous le savez, nous vous avons bien indiqué qu'il n'était pas nécessaire de le faire, vous pourriez le faire plus tard. Mais si vous souhaitez répondre, veuillez indiquer les questions auxquelles vous allez répondre. Monsieur Nichols, oui, je vais le faire. Et ce que j'avais l'intention de faire, c'est simplement... Enfin, j'ai essayé d'intégrer quelques éléments de réponse dans mon intervention, mais je vous en informerai par avance. La juge présidente, merci beaucoup, ça sera très utile. Monsieur Nichols, j'aimerais que l'on puisse lancer les diapositives que je vais vous montrer. Bonjour, Mesdames les juges, bonjour à mes amis et collègues et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je commencerai aujourd'hui par réitérer ce que j'avais indiqué au début de ce procès lors de ma déclaration liminaire et je vais le répéter. Le dirigeant des milices qui ont terrorisé Wadi Saleh et Moukjar pendant les années 2003 et 2004, M. Ali Kouchaib, est dans le prétoire avec nous aujourd'hui. Il est assis là-bas, derrière ses conseils. J'avais dit que nous allions le prouver et nous l'avons prouvé. Ce procès a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé, qui est
dans le prétoire aujourd'hui est l'homme responsable des crimes qui font l'objet des charges, crimes qui furent commis pendant l'attaque contre Kodum et Bindisi. Et ce que je vais faire dans un premier temps, Madame la Présidente, Mesdames les juges, sera d'évoquer certains des éléments de preuve documentaires et émanant des témoignages qui prouvent que l'accusé est la personne responsablement pénale, car les éléments de preuve sont accablants. Vous le voyez sur l'écran, il y a 16 témoins à charge qui connaissaient l'accusé et qui connaissaient M. Abdelrahman de par son nom légal et le connaissaient comme Ali Kouchaib. Je ne vais pas vous donner lecture du nom de ces témoins. Je l'ai essayé, ça prend beaucoup trop de temps, mais la référence, c'est le paragraphe 9, annexe 26, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Et ce sont des témoins qui sont très différents. Ce sont des témoins qui ont été convoqués par l'accusation, qui sont venus ici. Ce sont des témoins qui connaissaient l'accusé personnellement et professionnellement et qui l'ont connu avant, pendant et après que les crimes ont été commis. Ce sont des témoins qui viennent de différents horizons. Et, mesdames les juges, pour des raisons de confidentialité, j'essaie de rester en audience publique, mais pour une ou deux diapositives, je demanderai à ce que cela ne soit pas diffusé. Alors, j'aimerais vous montrer le cliché suivant et j'aimerais qu'il ne soit pas diffusé, s'il vous plaît. Et là, vous voyez des exemples du type de témoins que nous avons convoqués à la barre dans ce procès. Ce sont des témoins qui connaissaient l'accusé. Et une fois de plus, et j'œuvre par esprit de prudence. Donc, il y a différentes catégories, mais vous voyez que ces témoins viennent de différents horizons. Je ne vais pas répéter ce qui figure dans notre mémoire. Je ferai référence au paragraphe 9 à 27 et une fois de plus à l'annexe 26. Et il s'agit par exemple de personnes qui connaissaient l'accusé, qui le connaissaient bien. Mais j'aimerais quand aborder certains exemples. Le témoin P643, qui connaissait l'accusé à Garcila et qui l'a connu 5 ans avant le début des événements et qui lui a rendu visite dans sa pharmacie à maintes reprises. Le témoin P643 a eu des contacts avec lui en 2003 et 2004. Il l'a invité d'ailleurs à des événements et il a vu qu'il était un moussaïd au sein des CRF après les événements. Le témoin P883, qui le connaissait depuis la fin des années 1990 ou au début de l'année 2000, bien longtemps avant les événements, et qui lui a acheté à Garcila des médicaments dans sa pharmacie. Et il le connaissait. Il a continué à avoir des contacts avec lui après les événements, lorsqu'il est devenu dirigeant des CRF et lorsqu'il a été formé à Al-Obeid. Et il était au courant également de sa tentative d'assassinat. Le témoin 905, qui le connaissait, qui s'est rendu dans sa pharmacie, il s'est rendu à plusieurs reprises dans le courant d'une seule et même journée, qui connaissait sa famille, et le témoin 905 qui a beaucoup parlé avec lui, comme l'ont démontré les éléments de preuve, et qui savait qu'il était moussaïd. Et puis, vous avez également d'autres témoins, le témoin 834 par exemple, qui le connaissait depuis les années 90, en 91 ou 92, et qui le voyait environ une fois par mois lorsqu'il allait le trouver dans sa pharmacie. Cela fait l'objet des paragraphes 16 à 19. Alors vous avez des documents, des éléments de preuve documentaires qui démontrent également que M. Abdelrahman est la personne qui était largement connue comme Ali Kouchaib. Et je vais essayer de répondre à vos questions 3, 5 et 6. Donc il s'agit
s'agit en fait essentiellement des paragraphes 28 à 51 de notre mémoire de clôture. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler, Madame la Présidente, Mesdames les juges, que l'accusé était connu sous son nom légal et en tant que Ali Kouchaïb par le gouvernement du Soudan, lorsqu'il a diligenté une enquête pour les crimes de 2004, crimes à Délègue et les crimes ailleurs. Et en fait, ils ont commencé leur enquête peu de temps après les événements à Délègue, et donc bien avant que la CPI ne délivre son premier mandat d'arrêt contre M. Abdelrahman. La Commission nationale d'enquête, ou la NCOI, comme nous l'appelons, a été créée le 8 mai 2004 pour diligenter des enquêtes au sujet des violations commises à Darfour, donc très peu de temps après les tueries de masse, ces tueries notoires à Délègue. Et son rapport fut publié en janvier 2005. Dans le cadre de son enquête, la NCOI a rencontré différents membres du Conseil national de Darfour le 1er juin 2004. Et lors de cette réunion, un membre de Garcila a déclaré que le lieutenant-colonel Ali Mohamed Ali, dont le surnom est Kouchaïb, a liquidé environ 127 personnes à l'extérieur de Délègue. Cela figure sur le cliché ou la diapositive que vous avez en face de vous. Vous avez également, toujours dans un rapport de la NCOI, une déclaration qui indique que sur la base de plusieurs récits de témoins, le dirigeant des milices armées, M. Mohamed Ali Kouchaïb, a pris des détenus, les a conduits dans la zone de la police le vendredi 5 mars 2004 et a demandé qu'ils soient tués et enterrés. Je vous donnerai la cote ERN pour la version anglaise dans un petit moment. Et je vous dirai entre parenthèses que la défense avance que la NCOI, c'est en tout cas ainsi que je comprends ce qu'ils avancent, faisait partie d'une conspiration assez importante dont je parlerai tout à l'heure. Le but étant d'envoyer leurs clients au bureau du procureur pour détourner l'attention, et je cite le paragraphe 52 de la défense, des auteurs de crimes ayant des positions extrêmement élevées au sein du gouvernement ou de l'armée. En d'autres termes, la NCOI a essayé donc d'envoyer M. Abdelrahman pour détourner l'attention des véritables auteurs de crimes. Alors, il est important de constater que dans le document qui nous a été fourni, Kouchaïb apparaît une fois dans ce document de 166 pages, enfin son nom apparaît une fois, à la page 73. L'accusation donc a indiqué a fait des observations plutôt au sujet de notre mémoire à propos de l'authenticité et de la fiabilité des auditions de l'accusé avec le gouvernement du Soudan, et ce à partir de 2006. Alors je ne vais pas réitérer tous ces arguments ou leur intégralité. Je vous demanderai de considérer les paragraphes 28 à 41 et M. Jérémy évoquera certains éléments de cette audition. Mais je réponds maintenant à la question 5. Il s'agit de la corroboration de l'audition par un témoin. Et je vais donc m'exprimer de façon circonspecte puisque nous sommes en audience publique, donc cela pourrait peut-être ne pas paraître évident de suite. Mais les éléments de preuve apportés par ce témoin, il s'agit du témoin au sujet duquel vous avez posé des questions, indique qu'en 2007, une requête a été reçue du bureau du procureur au Soudan, le bureau donc le parquet public, non pas la CPI, afin d'envoyer quelqu'un qui répondait au nom de Ali Kouchaïb d'une unité de Wadi Salib à Khartoum pour qu'il soit interrogé. Les éléments de preuve de ce témoin sont qu'il a été indiqué au bureau ou au parquet à Khartoum qu'il n'y avait personne qui répondait
correspondait à ce nom, à savoir Ali Kouchaïb. Donc, peu de temps après, la requête a été présentée à nouveau et il s'agissait cette fois-ci d'envoyer Ali Mohamed Ali Abdelrahman pour qu'il soit interrogé par les autorités du parquet public soudanais à Khartoum. Et je vous en donne la référence d'AR 31 50 27 4 à la page 4 à 6. Cette personne a témoigné et a dit essentiellement ce que je viens d'indiquer, mais je vais être peut-être un peu plus vite en besogne et je dirais que le témoin a indiqué, et donc c'est pour la première fois en 2007 que j'ai entendu dire que eux, à savoir le gouvernement du Soudan, faisaient référence à Ali Kouchaïb et à Ali Mohamed Abdelrahman comme étant une seule et même personne, à savoir la même personne. Transcription, page 20, transcription 151. Et ce même Abdelrahman, qui a été envoyé pour être entendu à Khartoum par le parquet public de Khartoum, est l'accusé qui se trouve dans ce prétoire. Donc, est-ce que cette audition est fiable? Oui. Le témoin a répondu et a confirmé que, et cela répond à la question numéro 5, a confirmé, disais-je, qu'avant le début de l'audience, il avait été indiqué que Ali Kouchaïb et M. Abdelrahman étaient la même personne. Et vous voyez sur le cliché qui se trouve maintenant devant vous, une partie de cet entretien ou de cette audition qui confirme cela. Alors, deux éléments rapidement au sujet de cette audience, ou de cette audition. Nous savons en fait que le témoin dont je viens de vous parler a indiqué que l'accusé a été interrogé et on a fait référence à son nom complet et son surnom. Et donc, cela a été fait le 28 et le 29 novembre 2006 par le parquet à Khartoum. Le témoin P643 a indiqué lors de son témoignage que la personne qu'il connaissait comme répondant au surnom de Ali Kouchaïb se trouvait à Khartoum, placé en détention alors qu'il faisait partie des CRF à l'époque. Et puis en dernier lieu, le témoin, et je réponds à votre question numéro 5, a indiqué qu'il ne se souvenait pas du mois au cours duquel cela s'est passé, mais qu'il se souvenait que c'était pendant l'année 2007. Alors c'est pas un problème si grave que cela, on sait que l'audition en question s'est déroulée à la fin du mois de novembre 2006. Donc, ce qui signifie que le témoin s'est trompé un peu pour ce qui est de l'année. Mais pour répondre à votre question, il y a bel et bien corroboration suivant lequel cet entretien a bel et bien eu lieu. Alors, j'en viens maintenant à quelques éléments biographiques que je vais aborder très rapidement. Je pense qu'ils vont montrer ces éléments biographiques que ils ont été donc partagés par M. Abdelrahman, à savoir l'accusé ici présent, avec la personne, et donc je ne vais pas à la personne qui était responsable ou qui lui a posé des questions lors de cette audition. Donc je ne vais pas aborder tous ces éléments, mais vous les avez dans l'écran devant vous. Donc tout cela est le résultat de cette audition. Donc il est tout à fait établi de façon claire que l'accusé, la personne connue sous le surnom de Ali Kouchaïb. Et puis pour ce qui est de nos réunions, à savoir réunions entre l'accusation et le gouvernement du Soudan à Khartoum, réunions qui ont eu lieu en janvier et février 2007, et la défense y fait référence. Je dirais donc avant que ces réunions n'aient lieu, il y avait une certaine coopération au tout début, à savoir le 9 décembre 2007. Alors je vais continuer, je ne sais pas, j'entends des bruits, mais je poursuis. Avant ces réunions, le 9 décembre 2006, à savoir 10 jours après l'audition dont je viens de parler, donc audition qui a eu lieu avec l'accusé à Khartoum. Puis-je poursuivre?
Je disais donc que le 9 décembre 2006, à savoir 10 jours donc après cet entretien avec l'accusé à Khartoum, le gouvernement du Soudan a envoyé au bureau du procureur une liste de suspects qui avaient été arrêtés sur la base de leur participation aux événements et aux crimes de délègue. Le numéro 2 sur cette liste est M. Mohamed Ali Abdelrahman, qui est également connu comme Ali Koushaïb à ce moment-là. DAR-OTP 0123 0002 et 0003. À la suite de cette lettre qui a été envoyée, des réunions ont eu lieu en février 2007, le 1er février 2007 pour être précis, et lors de cette réunion, les représentants du gouvernement du Soudan ont dit aux représentants du bureau du procureur que M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman, également connu comme Ali Koushaïb, avait été arrêté le 28 novembre 2006 et qu'il avait été interrogé alors qu'il était placé en détention. Donc, très peu de temps après cette audition, le bureau du procureur se rend à Khartoum, à l'époque, donc en 2007, 13 années avant que nous ne voyions le texte de cet entretien. Et le gouvernement du Soudan le confirme. Et nous verrons cela dans un petit moment. Mais il confirme donc qu'ils ont arrêté et interrogé l'accusé. Et il donne même la date exacte du dit entretien. Et nous savons que cela s'est passé le 28 et le 29 novembre 2006. Après ces réunions, l'accusation a demandé à pouvoir interroger l'accusé qui avait été identifié par les noms de Ali Koushaïb et de Ali Mohamed Ali Abdelrahman. En 2007, le 31 janvier 2007, le gouvernement du Soudan a envoyé une lettre au bureau du procureur, lettre dans laquelle il refusait notre demande de pouvoir interroger M. Ali Abdelrahman, également connu sous le nom de Ali Koushaïb, et ce, du fait de la complémentarité. Alors nous allons nous intéresser à cette lettre. Et je pense qu'elle va certainement être affichée à l'écran. Et là, nous voyons dans cette lettre qu'il s'agit donc d'entretiens, non pas avec des suspects, mais d'entretiens avec la Commission nationale d'enquête. Ces entretiens se sont très bien passés et il est indiqué que eux, à savoir le bureau du procureur, ont demandé donc à pouvoir interroger conformément à l'article 55, M. Hamdi Sharaf al-Din et M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Ils demandent de pouvoir les interroger, et M. Ali Abdelrahman, qui est également connu sous le nom de Ali Koushaïb. La lettre se poursuit. Bon, je vous fais grâce de la lecture de l'intégralité de cette lettre, mais le gouvernement évoque le concept et le principe de la complémentarité et indique la Cour a compétence pour s'intéresser à des crimes allégués commis à Darfour. Toutefois, dans la lettre, il est rappelé donc le principe de complémentarité qui figure dans le statut de Rome. Donc là, Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous voyez qu'il s'agit d'un élément de preuve extrêmement important parce que donc le bureau du procureur constate donc qu'en janvier 2007, le gouvernement du Soudan a eu un entretien par lequel il y a corroboration des éléments clés des réunions. Et je répondrai dans un petit moment aux allégations de la défense. Mais le thème constant, à savoir ce thème suivant lequel l'homme qui se trouve dans notre prétoire est un bouc émissaire. Il est assez étrange de constater que le gouvernement du Soudan souhaiterait donc faire de lui un bouc émissaire pour tous ces crimes, et puis il refuse de nous donner la possibilité de l'interroger. Deuxièmement, ils nous disent que nous n'avons pas compétence du fait de la complémentarité. Donc, il y a quelqu'un dont il veut faire un bouc émissaire, mais ils ne veulent pas remettre cette personne. Et ce,
13 ans après la délivrance du mandat d'arrêt. Enfin, je dois dire que cela n'est pas particulièrement percutant comme argument. Alors, Madame la Présidente, j'aimerais maintenant aborder ou répondre plutôt à la question numéro 3, question que vous nous avez posée. Il s'agit de savoir si nous avons essayé d'authentifier ou d'avoir une authentification de cet entretien en essayant de trouver des personnes qui étaient présentes lors de ces entretiens ou de ces auditions avec l'accusé. Alors, je ne me souviens pas si cela a déjà été évoqué pendant le procès, mais je vous dirais que nous avions le dossier, il y avait des noms de personnes qui représentaient le gouvernement du Soudan pendant cette audition. Nous avons, bien entendu, essayé d'interroger ces personnes. Nous n'avons pas été en mesure de le faire. Mais par contre, ce que nous avons fait, et nous l'avons présenté comme élément de preuve devant la Chambre, nous avons procédé à une méthode différente d'authentification. Il y a deux témoins, le témoin P878 et le témoin P883 qui avaient été interrogés dans le cadre de cette enquête et qui ont été en mesure d'authentifier ces entretiens ou ces auditions. Et la défense indique que si vous prenez en considération ces entretiens que nous avons reçus donc du gouvernement du Soudan, ces entretiens ou ces auditions sont très différentes des auditions des témoins 878 et 883. Alors, dans un premier temps, je vous dirais que je constate que lorsqu'ils ont montré ces textes à leur propre témoin expert, le témoin des 16, ils ne lui ont posé absolument aucune question au sujet de ces autres personnes, de ces autres entretiens. Ils ont fait fi de cela, ils n'en ont pas parlé pendant sa déposition, mais je vous dis cela parce que vous vous attendriez quand même à ce que ces documents soient différents, en ce sens que bon, il y a une audience ou une audition de quelqu'un qui est suspect. Donc, c'est l'équivalent d'un entretien au titre de l'article 55, paragraphe 2, au sein du bureau du procureur, à savoir, c'est un entretien officiel comparé à ces autres entretiens qui sont tout à fait différents. Il s'agit d'entretiens tout à fait différents et d'entretiens qui ont lieu dans un contexte tout à fait différent. Et je vais maintenant aborder la question des documents. Alors, il s'agit de la question numéro 6 que vous nous avez posée, mesdames les juges. Alors, j'essaie de rester dans la mesure du possible en audience publique, donc je ferai référence à ces documents comme étant les documents A, B, C, D, E, comme vous l'avez fait en nous posant vos questions. Alors, vous nous avez posé une question au sujet des indices de fiabilité pour ces documents. Et je commencerai par les documents A et B qui se trouvent sur votre liste. Il s'agit de documents donc, qui remontent à une date avant la délivrance du mandat d'arrêt. Donc il s'agit de deux documents qui ont été fournis par un témoin, donc les documents A et B qui ont été donnés par le même témoin. Et le témoin a bien témoigné qu'il venait du même ensemble de documents qui se trouvaient entreposés au même endroit et qui mentionnent Ali Kouchaïb. Alors vous avez le document A que je ne vais pas afficher à l'écran parce que c'est un document confidentiel, mais dans ce document, il y a différents éléments qui correspondent très bien à ce que nous savons au sujet de l'accusé qui est Ali Kouchaïb. Il est décrit comme un commandant des Foursan, il est un Aguida al-Goda, il avait un adjoint qui s'appelait Bonjouz, et la défense accepte au paragraphe 791 de leur mémoire que Bonjouz était bel et bien l'adjoint d'Ali Kouchaïb. Ensuite, il a rallié les CRF
En 2005, il avait le grade de Moussaïd, il était adjudant et a dirigé les CRF à Rahad al-Berdi. Pour le document B, c'est le même genre de document émanant du même témoin, portant sur le même lieu, les mêmes localités. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous trouvez tout cela dans le paragraphe 44, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Et dans ce document qui date de l'année 2006, donc 2 ans après les éléments et les crimes allégués, là vous avez les éléments biographiques qui correspondent. Ali Kouchaïb est mentionné comme le commandant des Foursanes. Il est connu comme les Janjaouid par certaines personnes. Ensuite, Banjouz est mentionné, même si à l'époque il avait quelques difficultés, une certaine tension entre eux. Et la fiabilité de ces 2 documents peut être abordée dans le cadre de la même façon, parce que les documents émanent de la même source, à savoir le témoin P547. Ils ont été authentifiés par ce témoin lors de sa déposition, et j'aimerais vous expliquer comment le témoin décrit très méticuleusement la chaîne de conservation et la façon dont il a eu accès aux documents, là où ils étaient entreposés, comment physiquement il a obtenu les documents, comment il les a conservés, comment il les a encodés et finalement comment il les a donnés. Mesdames les juges, il s'agit du T50 à la page 13 et page 21. Excusez-moi, monsieur le collègue, on me dit qu'il n'y a pas d'interprétation en arabe pour l'instant. Je vais m'arrêter un instant, dit monsieur Nichols. I have a sign that now it works. Maître Lauchi, on me fait signe en me disant que maintenant cela fonctionne. La défense a contre-interrogé le témoin sur ce point et nous n'avons pas réussi une fois à montrer la fiabilité de ce document. Le P547, et là je mets le doigt là-dessus, a répondu à ce défi de la défense et à cette attaque de la défense, et il a dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui ressortent du contre-interrogatoire de la défense montrant que l'information fournie n'est pas véridique. Et il avait raison. Il s'agit du T51, CT2, page 73. Il a également témoigné et vérifié dans son audition, expliqué comment est-ce qu'il a pu montrer que ces documents n'avaient pas été vérifiés avant de vous être soumis. Et enfin, il a expliqué, et ceci était impossible étant donné la nature des documents et l'endroit où ils étaient entreposés, que ces documents aient pu être fabriqués avant qu'ils ne les obtiennent. Parce que l'objectif de ces documents et les informations qui y figuraient devaient être correctes et devaient être authentiques. Je vais répondre à vos questions, mesdames les juges. On ne peut pas dire que tout ce qui figurait dans chaque document était correct, mais que ces documents étaient authentiques et fiables. Et pour en terminer, nous n'avons pu offrir aucun élément de preuve crédible montrant que ces documents ont été fabriqués et trafiqués d'une façon ou d'une autre. Passons maintenant au document C, dans votre question 6, Madame la Présidente et Mesdames les juges, et j'espère que cela vous convient que j'y fasse référence de cette façon. Et je pense que ceci montre, c'est un document du ministère de la Défense, et je demanderai simplement d'être prudent avec ce document. Et je n'ai pas besoin d'être aussi prudent avec celui-ci, c'est une source différente des 2 premières dont j'ai parlé, et il montre qu'en 2005, après les crimes, l'accusé a reçu des armes du gouvernement du Soudan, sous son nom légal, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, 2 ans avant que le mandat d'arrêt ne soit émis.
Et nous n'avons pas la traduction. L'accusé, Ahmad Mohamed Abdelrahman, est mentionné au point 5 de ce document comme ayant reçu des véhicules et des armes du ministère de la Défense. Le numéro 1 sur la liste est Helal. Donc, c'est un document qui a été fourni par le témoin, qui a expliqué que ce document a été retrouvé dans un dossier, un ensemble de dossiers sous le nom Ali Koushaïb, Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Document fourni dans le dossier Ali Koushaïb. Très brièvement, Mesdames les juges, Madame la Présidente, comme pour les documents précédents, j'ai discuté avec d'autres témoins, témoins fiables. Et si vous regardez à sa profession et où il se trouvait à l'époque, et il est clair qu'il avait la possibilité d'avoir accès à ces documents. Il a pu donner un récit détaillé de la base de données et comment il a pu avoir accès à ces documents, quel type de documents figuraient dans cette base de données. Et la chaîne de conservation a été abondamment mentionnée. Donc ce document a été trouvé comme on le fait habituellement, de manière routinière. Et là encore, les arguments de la défense, c'est que ce sont des faux pour faire tomber leurs clients. C'est un document 1 an après les crimes dont il est accusé, disant qu'il avait obtenu des armes. Et il n'y a pas d'éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu fabrication de documents concernant l'accusé. Je vais essayer d'accélérer un petit peu les documents D et E, et je vais être assez rapide sur ces points. Ce document concerne la destruction de Bandizi. On peut en parler simultanément parce qu'ils proviennent de la même source. Ce sont donc des copies, des documents manuels provenant des mêmes sources. Le témoin a expliqué, et nous parlons donc nous en avons parlé dans notre mémoire finale, avant le paragraphe 49, 170 et 206, mais juste sur ces points-là, je vais revenir rapidement. Ce sont des documents manuscrits, et c'est une histoire différente des autres, mais je vais aborder ces points. Le témoin a présenté ces documents, les a copiés, mais ils les ont remis à des officiels. Il aurait pu attendre dans le bureau et la défense a indiqué que c'est impossible que l'on puisse rentrer et regarder ces documents. Il était quelqu'un de très proche qui travaillait avec ce bureau officiel et il n'y avait pas d'autre moyen de conserver ces éléments de preuve plutôt que d'en remettre des copies. Il n'avait pas de téléphone portable, il ne pouvait pas avoir accès à une machine à photocopier. La seule chose qu'il a pu faire, c'est conserver et copier ce qui lui semblait important. Et il les a copiés comme il l'a expliqué. Ce ne sont pas des documents si longs et il a dit qu'il n'y a pas fallu tant de temps pour les copier. Il l'a fait très rapidement avant d'être vu. Et le témoin a dit qu'il était logique de mettre tous les détails dans le document, y compris les en-têtes et des choses comme cela. Mais si l'on regarde un petit peu le contexte de ce qu'était le témoin, qui il était, comment il fonctionnait et comment il travaillait, il a été formé pour conserver les détails et il voulait que cette copie soit aussi précise que possible. Et enfin, le témoin était fou et il avait vu les documents concernant directement la destruction de son peuple. Et il n'est donc pas incroyable qu'il ait décidé de vouloir les conserver. La juge présidente interrompant. Je voudrais dire quelque chose très rapidement. Comme je l'ai dit, ou comme nous l'avons dit dans notre note demandant des éclaircissements, je comprends que certaines de ces questions exigent des réponses un petit peu longues, mais nous ne voulons pas que vous puissiez vous écarter de ce que vous souhaitiez réellement dire par rapport à nos questions. Vous pourrez parler des questions par la suite. Donc, si vous voulez donc être plus concis, Monsieur Nichols, oui, je vais effectivement laisser tomber certains points.
Bien, toujours concernant, Monsieur Nicole, concernant la question 1, les vidéos, j'en viens aux vidéos maintenant. Et vous avez posé des questions à ce propos dans votre note de questions. Il ne fait aucun doute que c'est l'accusé, M. Abdelrahman, qui est ici dans le prétoire, qui figure dans les 3 vidéos. Ceci n'est pas contesté à ce stade. Pour tout ceci, Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vais me baser sur ce qui figure en partie dans le paragraphe 9, 11 et 62 de notre mémoire, mais je voudrais, pour ne pas être trop long, mentionner 2 ou 3 points. Tout d'abord, la vidéo concernant la remise. Souvenons-nous que l'accusé a donné son nom et son surnom à son contact, le P869 au bureau du procureur. Dans la vidéo, et je ne parle que des premières secondes, il indique « Je m'appelle Ali Mohamed Ali Abdelrahman et mon surnom est Koushaïb ». Vous pouvez faire passer la vidéo. Je m'appelle Ali Koushaïb. Il n'y a pas d'éléments de preuve montrant qu'il y a eu coercion concernant cette vidéo qui a été envoyée au bureau du procureur et indiquant que son nom est Ali Koushaïb. Et il n'y a pas de problème concernant la source ni la chaîne de conservation. Et les vidéos méritent qu'on lui donne un point important, car c'est une preuve du lien entre Ali Abdelrahman et le surnom Ali Koushaïb. Nous n'avons pas besoin de cette vidéo pour le prouver, mais c'est néanmoins un élément de preuve solide qui prouve cela. La défense, dans son paragraphe 187, a indiqué que, et vous pouvez y faire référence, que l'accusé avait réellement envie de donner son nom et de se rendre. On peut se demander pourquoi, si tel est le cas, il a attendu 13 ans pour le faire. Et après que son protecteur, le président Bachir, ait été déposé. Et la défense a également indiqué que l'accusé avait envoyé cette vidéo et s'était rendu parce qu'il avait peur que le gouvernement du Soudan ne l'arrête comme il l'avait fait avec le président Bachir sur la base d'un mandat d'arrêt. Si c'est ce que l'accusé avait à l'esprit lorsqu'il a envoyé cette vidéo de remise, il aurait dû le dire dans son témoignage. Et la défense a soulevé un argument, je dirais, absurde, avec tout le respect que je vous dois, que le bureau du procureur n'aurait pas accepté qu'il se rende s'il n'avait pas dit que son surnom était Ali Koushaïb. Pourquoi est-ce qu'il l'a dit clairement, qu'il a donné clairement son nom complet et son surnom, Ali Koushaïb? Je dirais que la réponse la plus simple est la bonne. Et il l'a dit parce que c'est son nom. Pour les 2 autres vidéos, nous avons donc la vidéo enseignant et la vidéo « Je suis désolé ». Et beaucoup de personnes ont reconnu, de témoins de la défense ont reconnu l'accusé. La défense, au départ, a contesté que c'était son client dans les 2 vidéos. Nous l'ont soumis sans dire que c'était lui, jusqu'à ce que leurs propres témoins aient confirmé que c'est lui qui figurait dans les vidéos. Et au paragraphe 93, ils ont noté qu'ils ne contestaient pas cela. Dans la vidéo enseignant, je ne vais pas le passer maintenant, vous l'avez déjà vu, mesdames les juges. Les témoins des 1, des 5 et des 8 ont confirmé que c'était l'accusé qui figurait dans ces vidéos. Et je ne parlerai pas de certaines choses pour des raisons de confidentialité. Dans cette vidéo, l'accusé que l'on voit dans cette vidéo, après la chute de Omar el-Bachir, le président,
Et vous pouvez donc parfaitement voir le contexte de la vidéo. Et l'accusé s'adresse à la foule concernant le problème d'enseignants. En sa capacité d'adjudant de CRF. Une chose que je voudrais dire, c'est que dans la vidéo, on voit que c'est un orateur charismatique qui sait parler et que c'était un leader à Raad el-Bardi. Et à la fin de la vidéo que nous avons, une personne dans la foule félicite l'accusé en le disant et en criant « Vive Ali Kouchaïb !» Et nous pouvons maintenant enlever cette vidéo. J'en viens maintenant à l'explication de la défense. Pourquoi est-ce que quelqu'un à Raad el-Bardi, en 2019, appelle son client Ali Kouchaïb de manière tout à fait amicale? C'est le paragraphe 194 du mémoire de la défense. Alors que de plus en plus de personnes ont appris de l'intérêt porté par la Cour à M. Abdelrahman, de plus en plus, plus il y a eu de personnes qui faisaient l'association entre lui et le nom que la Cour utilise pour lui. Et il est devenu de plus en plus et involontairement lié à Ali Kouchaïb. Et ceci explique que quelqu'un dans la foule, pendant ce discours, après la vidéo de l'enseignant, ait pu montrer son soutien de M. Ali Abdelrahman et son point de vue par rapport aux jeunes qui n'ont pas de respect pour les enseignants et qui avaient attaqué un enseignant en utilisant le nom qui, contre sa volonté, est devenu le sien suite aux actions menées par le bureau du procureur et faisant qu'il est maintenant clairement associé à ce nom. Et c'est donc un argument. Et pour montrer qu'il n'est pas Ali Kouchaïb, un certain nombre de personnes dans la foule ont utilisé son nom qui est donné à un criminel janjaouid connu qui était recherché par la CPI pour meurtre, viol et d'autres crimes sérieux. Et la défense ici semble dire que tout le monde à Raad el-Bardi savait en 2019 que l'accusé, qui était le responsable des leaders des CRF et une personne connue dans la région, était connu sous ce nom Ali Kouchaïb. Juste pour dire maintenant que c'est un élément de la défense, utilisé par la défense, et ce qui n'est pas ce qu'ils ont dit lors de l'ouverture. Mon confrère a dit que de nombreux témoins n'avaient même pas entendu le nom Kouchaïb jusqu'au moment de son arrestation. Ça ne fonctionnait pas très bien, donc la défense a changé de position en disant que tout le monde le connaissait. Revenons à ce qu'ils ont dit lors de l'ouverture de ce procès concernant le témoin D32. C'est le T129 à la page 23. Si M. Abdelrahman avait été connu sous le nom de Ali Kouchaïb après 2004, le D32 l'aurait su. Il a témoigné que même pas une seule fois, pendant toute la période où il avait connu M. Abdelrahman, pendant toutes ces années, pas une seule fois il ne l'a appelé Ali Kouchaïb. Et pas une seule fois n'a-t-il entendu quelqu'un d'autre l'appeler Ali Kouchaïb. Il n'avait jamais personne crié Ali Kouchaïb comme on l'a vu sur la vidéo. Il a dit également que le seul surnom qu'il avait entendu pour M. Abdelrahman était Abdel Nasser. Et Abdel Nasser est rien d'autre. Et voici donc ce qui est dit. La première fois que le D32, avec de nombreux autres témoins, a entendu le nom Ali Kouchaïb, c'était en rapport avec le défendeur dans le contexte de sa remise à la Cour. Et c'était donc ce qui a été dit lors de l'ouverture. Il n'avait jamais entendu le nom Ali Kouchaïb lorsque l'accusé s'est rendu. Et j'expliquerai plus tard comment, lorsqu'il a déposé, le D32 a admis qu'il entendait constamment ce nom depuis 2003. Et enfin, la vidéo Story. Et je voudrais essayer d'accélérer un petit peu.
mesdames les juges, mais dans son uniforme CRF. Cette vidéo est une vidéo qui provient qui a été vue par un témoin de la défense et qui a été filmée par un témoin de la défense, avons-nous appris, qui avait une certaine responsabilité au sein des CRF, Arad al-Berdi, et ce discours s'est tenu aux alentours de 2013. Nous ne savons pas exactement quand est-ce que l'accusé a pris la parole. Ceci n'est pas contesté à l'heure actuelle. Il n'est pas contesté que c'est lui. Le D1, D32, D39, D3, D5, tous ont dit que l'homme que l'on voit dans cette vidéo est le client de la défense, M. Abdelrahman. Je vais passer une partie de cette vidéo à 1 minute 40 secondes. Mes frères, au nom d'Allah, je les ai tous eus, mes frères. J'ai dit que j'en voulais 20. Et sur les 20, j'en ai eu 17 000 que j'ai remis à Omar al-Bashir. Je lui ai dit, ces personnes ont souffert de graves injustices. Ces personnes avaient des responsabilités au Soudan pendant 16 ans et représentaient le Soudan. Ces personnes ont créé le Soudan. Mais jusque-là, ces armes qui ont été distribuées, et les munitions et les véhicules ont été achetés avec leur argent, chers frères. Ces véhicules étaient pour des SHK. Il y a un chien américain, il y en a 10 à peu près. Mes frères, il y a un fusil ici. Et si nous tirons sur le marché, ça tuera des gens. La première chose, c'est que le poste de radio dit quelque chose qui est vrai. Comment veux-tu que je traduise à cette allure? Abdelrahman a été entendu disant à un grand groupe de personnes, de partisans, et avec une vingtaine de personnes le filmant avec leur téléphone cellulaire, et on l'a entendu parler de conflits tribal, et il a dit « nous allons donc les arroser ». Et il a parlé de son lien direct avec le président Bachir et s'en vante. Ce qui est une chose assez étonnante pour un pharmacien à la retraite, et une humble personne comme un pharmacien à la retraite. Et il se vante. Il dit que ce que la radio de Banga dit est vrai parce que j'ai tué beaucoup de personnes et je vais encore continuer à en tuer. Voici ce que la radio de Banga a dit concernant Ali Kouchaïb. Une chose que dit la radio de Banga à son propos, c'est que c'est un leader, un dirigeant de milice qui est recherché par la Cour pénale. L'accusé dit que ce que la radio de Banga dit à mon propos est exact. Et il dit « Je suis un dirigeant de milice, je suis la personne recherchée par la CPI ». Et il dit cela entouré de partisans qui le filment et qui font bruyamment état de leur soutien. Dans cet article, probablement au même moment, cet article de la radio d'Abanga, concernant donc le conflit avec Salamat que l'accusé a mené, il est dit, là encore ce que j'ai dit, c'est qu'il est donc le dirigeant d'une missile recherchée par la CPI et il félicite les forces qui ont attaqué, les forces Abu Taïra qui ont attaqué la région et qui ont entouré les villages avec des forces militaires. Et il a décrit la mobilisation d'Ali Kouchaïb
et la mobilisation d'Ali Kouchaïb et des forces Abu Taïra et des CRF. L'article de la radio d'Abanga fait clairement référence au responsable des CRF, Ali Kouchaïb. Lorsque l'accusé a indiqué ce que la radio d'Abanga a dit à mon propos est exact, il dit qu'il est vrai, je suis Ali Kouchaïb. Et cela n'a pas de sens autrement qu'il réponde ainsi. Donc, en résumé, mesdames les juges, dans la vidéo qu'il a envoyée à la Cour, via son contact, le P869, il dit très simplement en se présentant « Mon surnom est Ali Kouchaïb ». Dans la vidéo, il dit, et on l'entend, « Vive Ali Kouchaïb ». Dans la vidéo Sorry, il se vante de tuer davantage de personnes encore, et il dit que ce que la radio d'Abanga dit à propos de lui étant Ali Kouchaïb est vrai. Et en fait, c'est vrai. En fait, il a été tout à fait honnête lorsqu'il a dit que ce que la radio d'Abanga dit à son propos est exact. C'est simple, raisonnable, clair. L'examen de chaque vidéo ne peut aboutir qu'à une seule conclusion rationnelle, à savoir que l'accusé qui est ici dans le prétoire et qui figure dans ces vidéos est bien Ali Kouchaïb. Permettez-moi très rapidement maintenant, mesdames les juges, est-ce que nous allons jusqu'à 11 heures ou un petit peu plus longtemps puisque nous avons commencé un petit peu plus tard? Bien, nous pouvons, mais il faudra que l'on fasse la pause à un moment donné. Permettez-moi brièvement, j'en ai terminé avec les vidéos, je voudrais rapidement revenir sur une erreur que l'on retrouve à maintes reprises dans le mémoire, au paragraphe 60, où la défense en parle, et je pense que ceci est important. Il faut regarder un petit peu comment la défense présente les arguments de son affaire. Et cela figure sur une diapositive, et je ne vais pas lire tout cela parce que pour des raisons de temps. Mais nous voyons ici au milieu que la défense parle d'un échange. Il n'y a que 2 lignes du transcript indiquées ici. Mon confrère, M. Lauchi, est-ce que mon éminent confrère suggère que l'identité de la personne condamnée n'est pas une information importante? M. Nichols, non, ce n'était pas le cas. Parce que nous savons que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb à ce moment-là et que ce problème n'a pas été soulevé. Le langage du paragraphe 60, comment est-ce qu'il caractérise ces 4 lignes? Prouve que l'accusation n'a pas respecté ses obligations dans le cadre de l'article 54.1a, à savoir que ceci a été un coup fatal à l'équité de la procédure. Le bureau du procureur n'a jamais respecter son devoir d'enquêter ou d'utiliser les éléments de preuve à décharge. Le bureau du procureur a dit que toute l'enquête accusait Ali Kouchaïb sans jamais se poser la question de savoir si ceci était vrai, si c'était vraiment la même personne. Il ne peut y avoir de meilleur élément prouvant ce que je viens de dire là. Pas d'élément meilleur que ceci, montrant que le bureau du procureur n'a jamais exercé son devoir d'enquêter sur des éléments de preuve à décharge. Et l'enquête du bureau du procureur a toujours été axée sur le recueil d'éléments de preuve, et nous avons essayé de donner les éléments de base sur l'identité des suspects. Et le Conseil a admis tout ce que j'ai dit, toutes ces erreurs terribles et ne respectant pas l'éthique, dans un discours relativement candide. Et ensuite, il note, pour essayer d'impliquer ce que nous avons dit, que le fait que le bureau du procureur n'ait pas fait tout cela est une bonne chose. Et ceci figure au paragraphe... Et la lecture donc du paragraphe 60. Lorsque la défense dit quelque chose dans son mémoire, il faut réellement vérifier ce qui est dit, il faut réellement regarder la transcription, regarder la déposition du témoin, regarder de très près le document, parce que quelquefois, et on verra des exemples par la suite,
la personne n'était pas dans la salle, vous regardez la transcription et il est dit que les personnes étaient dans la salle, dans le prétoire. Et ça, c'en est un exemple. Mesdames les juges, je suis sûre que nous avons fait quelques erreurs, mais ceci, ce que vous voyez dans le mémoire de la défense est vraiment extrême. Et ce qui a été dit en réalité dans le prétoire et que mon confrère n'a pas indiqué dans son mémoire, et ceci figure au T102, page 15, ligne 8. Enfin, peu importe, c'est le document T102, page 15. Jusqu'à la page suivante, je pense. Et ceci a été soulevé lorsque j'ai dit que la défense a caractérisé le fait qu'en 2016, il y a eu un problème et que le témoin n'a pas dit dans sa déclaration qu'il savait que Ali Kuchaib était Ali Abdelrahman. Et j'ai dit que nous parlons d'une déclaration de 2016. Ceci a été confirmé. J'ai ensuite répondu à mon ami, il n'y avait pas de problème important concernant cela à ce moment. Et ensuite, nous en arrivons à notre échange. Et est-ce que mon éminent confrère suggère que l'identité de la personne condamnée n'est pas une information importante? Ma réponse a été non, ce n'est pas le cas, parce que nous savions que M. Abdelrahman était Ali Kuchaib à ce moment-là. Et donc, la question n'avait pas été soulevée. Et ensuite, Madame la Présidente, en fait, lorsque vous avez dit que c'était une bonne chose, je pense que vous avez dit que je crois que ce que M. Nichols veut dire, Maître Lauchi, et qui est intéressant, c'est que jusqu'à ce que votre client comparaisse, personne ne savait qu'il allait refuser d'admettre qu'il était la même personne. Et bien entendu, en 2016, une bonne partie des éléments de preuve dont nous avons discuté nous étaient connus. Nous avons mené des enquêtes pendant tout ce temps-là et l'accusation avait déjà à ce moment-là d'importants éléments de preuve au-delà de tout doute en sa possession, montrant que Ali Kuchaib était le surnom de Ali Abdelrahman. Et nous ne savions pas que quelqu'un allait se rendre dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis au nom d'Ali Kuchaib et ensuite dire qu'il n'est pas Ali Kuchaib. Nous n'aurions jamais pensé à l'avance. Bien entendu, tout est possible, mais nous n'aurions jamais pensé que la défense aurait opté pour cette voie qui s'est avérée assez bizarre. Et mesdames les juges, Madame la Présidente, il semble que qu'il a été dit que l'accusation a eu un comportement horrible et n'a jamais essayé d'enquêter, de rechercher des éléments à décharge. Et je dois dire que ceci est trompeur parce qu'il apparaît tout au long de ce mémoire qu'il y a des éléments qui prouvent que ceci n'est pas équitable et qu'il faut que cela s'arrête. Je pense que le moment est venu de faire la pause, dit la juge présidente. Monsieur Nichols, oui, Madame la Présidente, eh bien, nous ferons la pause jusqu'à 11h35, puisque nous avons quelques minutes de retard.